La semaine de la pop philosophie saison 15 présente Liberté, équité, solidarité. Une approche philosophique, sociologique, artistique, littéraire et pop à la fois. Du libre arbitre à l'éloge de l'inégalité, de la liberté du saumon au nouveau visage de la censure. Bonjour, bonsoir. Bonsoir à tous, merci de suivre avec intérêt et attention cette 15e édition de la semaine de la pop philosophie. Ce soir, derrière moi, il y a Kalina Angelova qui va accompagner, si on était au concert, on dirait, dans le cadre de ce duo, avec Audrey Millet, historienne de la mode, entre autres, qui ne manquera pas. Il y a ces livres. Les livres sont là, hein, je vous le dis. Et n'hésitez pas à faire une signature. Alors, une longue signature. Vous avez le livre, en plus vous avez la signature. C'est quand même pas venu pour rien. Et je vais leur laisser la parole. Et je vous remercie encore d'être si nombreux chaque année dans ce lieu que j'aime beaucoup. Alors évidemment, la Semaine à Pavie se tient dans des lieux, le Musée, la Criée, mais ici j'adore. À bientôt. Au revoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci beaucoup pour l'accueil. Bonsoir Miet. Alors nous sommes là ce soir pour dialoguer avec vous et tenter de répondre à la question suivante: comment les femmes ont conquis la liberté de se baigner dans la tenue de leur choix? Pardon, c'est juste pour s'habituer à ce micro peut-être. Ça va comme ça? La tenue de ton choix? Parce que finalement, derrière cette apparente futilité, comme vous l'expliquez d'ailleurs très bien dans votre livre, une autre histoire, Les dessous du maillot de bain, une autre histoire du corps, publié en 2022, ce bout de tissu cachant le minimum et dévoilant le maximum est finalement révélateur de combats sociaux et politiques. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste vous donner quelques repères biographiques sur l'écrivaine qui se tient en face de vous. Alors, Audrey Millet est docteur en histoire et spécialiste de l'industrie de l'habillement. Actuellement, elle est chercheure au Oslo Metropolitan University et à l'Université de Bologne. Depuis 2016, elle a publié 8 livres, principalement basés sur l'histoire de la création et de l'industrialisation dans le secteur de l'habillement. Une vraie passion pour le monde de la mode. Elle a d'ailleurs commencé sa vie professionnelle comme styliste chez Dior avant de se consacrer à l'histoire. La mode, donc, étudiée pour ses enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Son dernier livre, d'ailleurs, qu'on voit effectivement là, le wokewashing, analyse le processus du wokewashing des marques de mode. Ce qui frappe à la lecture de ses recherches, c'est cette volonté d'être scientifiquement pointu, mais en restant accessible à tous. Un sens de l'image, de l'exemple qui embarque le lecteur, et j'espère que vous serez embarqués ce soir. Une volonté aussi de ne jamais oublier l'être humain derrière le processus industriel ou économique. On est là donc ce soir pour évoquer vos recherches, Audrey Millet, sur les dessous du maillot de bain, par des questions d'abord un peu historiques, puis politiques, puis par les questions du public. Avant de montrer mon talent de danseur, n'est-ce pas, sur de la musique cubaine. Alors écoutez, avant de rentrer complètement dans le vif du sujet, j'aimerais vous poser une question qui est, je pense, assez naturelle. Mais moi, je vais un peu t'embêter. Je vais passer au tutoiement. Déjà, elle vient juste de m'émouvoir. Je suis un peu... Pourquoi elle raconte ma vie? Un petit verre de vin, s'il vous plaît, pour moi. Donc, Kalina vient de Suisse, elle est journaliste. Et en fait, elle ne veut pas le dire. Et voilà. Et elle est super contente d'être à Marseille, et moi aussi. Et à un moment, merde, faut le dire. Voilà. Et si j'ai mon verre, pas de... Si mon mari voit ça alors qu'il est à Oslo, ça va craindre. Voilà.
Non, voilà, il va me dire blanc ou rouge, et moi je vais vous dire rose, mais je veux pas de rosé. Ouais, je vous remercie. Parce qu'elle est trop élogieuse. Pas du tout, c'est la vérité vraie. Alors, Kalina, tu fais quoi dans la vie? C'est bon, tu m'as présenté, donc ça va aller, on est là pour toi. Donc elle est journaliste, elle est contente d'être à Marseille, on est content de revoir Marseille, et moi-même je suis contente de revoir Marseille. Je suis fille de Corse, je ne suis pas sûre que je sois super bien à Marseille, mais bon, ma belle-mère est marseillaise, et en fait je lui ai envoyé une photo du Vieux-Port tout à l'heure, et puis elle était juste, ça va ma fille, c'est bien ton boulot, super bien. Mais je travaille, allez tu peux y aller. Embête-moi, parce que je sens qu'elle va m'embêter. Bon, déjà, la première question que j'ai envie de... Du coup, on va se tutoyer, te poser, c'est pourquoi, au fond, une universitaire décide un jour de se consacrer sur ce thème, d'écrire 250 pages et de faire une recherche sur le bikini? Ah bah, mon mari. C'est encore l'histoire de ma belle-mère. Un jour, je suis allée avec mon mari, c'était jour de mon anniversaire, c'était le jour de mes 40 ans, le 22 août, si vous voulez m'envoyer des messages. 22 août, 40 ans, magnifique. Et on était sur une plage et on s'est rendu compte qu'en fait, juste les maillots étaient différents de quand on avait 20 ans. J'ai 42 ans. Et il m'a dit, écris un bouquin. Mon mari est entraîneur de rugby. Il me dit, écris un bouquin sur ça, t'as déjà écrit des bouquins sur la mode. Et je fais, ouais, c'est hyper intéressant. On prend un maillot, et moi j'ai fait un peu, voilà, je dis, ouais, on y va. Quelques centimètres, 250 pages, voilà, on y va. Parce qu'il y avait des filles de 14 ans qui se baignaient avec des joggings, et il y avait des filles de 10 ans qui se baignaient sans brassière. Il y avait tellement de monde et tellement de différences. Et donc c'est mon mari qui m'a dit ça, vraiment, il m'a dit, écris ce bouquin. Donc je l'ai fait. C'est l'obéissance. Non, je déconne. Et j'ai appelé quand même une copine à l'université qui m'a dit, voilà, qui m'a dit, écris un article. Et j'ai fait, je pense qu'un article, ça... Bon, du coup, j'ai commencé le livre, et c'est vrai que j'ai découvert des trucs incroyables. Bon, on l'aura compris, on va parler de bikini pendant 1 heure. Donc déjà, le bikini, le terme en soi, vous l'expliquez extrêmement bien dans le livre. Racontez-nous d'où vient le mot bikini. Alors oui, c'est assez important en fait le truc bikini. Vous avez 2 dates pour le bikini. En gros, les années 1930, dans l'entre-deux-guerres, donc après la Première Guerre mondiale, avant la Deuxième Guerre mondiale, vous avez déjà un bikini. Ouais. Et le super bikini avec la grande culotte qui couvre le nombril et qui fait des seins incroyables. Franchement, je pense que c'est le plus beau bikini. Et il n'y a même pas d'architecture et vous savez de trucs à l'intérieur. Mais c'était juste bien cousu, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Vous avez ce bikini-là, et ça c'est Aim, qui est un Parisien qui a inventé ce bikini. C'est un peu passé sous le tapis. Sauf chez les Parisiennes, qui déjà se mettaient sur le sable pour se faire bronzer le dos. Quand même. C'est là que le bronzage est devenu un truc un peu plus chic que la peau blanche. Quand tu es bronzé, ça veut dire que tu peux partir en vacances, donc tu es bourgeoise, donc tu as du fric. Totalement. Et ensuite, on a le bikini après la Seconde Guerre mondiale. Sauf que là, c'est l'année 46, il y a l'atoll bikini, c'est-à-dire qu'en fait, il y a exactement, quand le type sort un bikini, dans la piscine parisienne Molitor, qui a été restaurée depuis, vous pouvez y aller, ça va vous coûter super cher, n'y allez pas. Non mais, c'est tellement cher. N'y allez pas. Et en fait, il y a l'atoll bikini. À ce moment-là, c'est vraiment une bombe atomique qui tombe dans le Pacifique. Et donc le type fait son bikini et dit,
c'est le bikini. C'est la bombe, non pas atomique, mais anatomique. Grazie mille. Mais c'est véritablement la même année que ça se passe. Et on a, parce que ça ne s'est pas très bien passé en France à ce moment-là, toutes les rédactrices de mode en chef ont dit mais c'est quoi ce bikini? C'est tellement vulgaire. Et toutes les américaines, c'est compliqué. Vous savez, les États-Unis c'est un peu compliqué. On fait, mais c'est tellement génial. Sauf que personne ne le voulait aux États-Unis. Mais elles l'ont vendu à mort, quoi. En fait, sinon, il était mort. Notre bikini. Et d'ailleurs, toi, t'es suisse. Enfin, t'es en Suisse. Je te l'avais pas dit avant. Mais c'est quand même ce bikini, un ingénieur, automobile, spécialiste des automobiles, alléluia encore, qui a créé le bikini suisse et qui l'a vendu à tout le monde dans le monde entier. Si j'avais été lui à cette époque, j'aurais mis un petit R, vous savez, à côté, un petit truc là. Je serais riche comme Crésus. Bon, alors à partir de maintenant, nous allons aborder des questions un peu plus historiques avant de passer à un aspect plus politique sur le bikini. Donc parler de maillot de bain, au fond, c'est parler du corps et parler de l'eau. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, les avantages du bain glissent du médical au divertissement. Et au fond, c'est assez incroyable de s'imaginer que jusqu'à la fin du XIXe siècle, on pensait que l'été pervertissait l'esprit. Le soleil faisait peur, l'eau faisait peur, tout faisait peur. C'était vraiment une saison qui faisait peur. Et les choses se sont renversées ensuite. La saison faisait peur parce qu'en fait, moi, ce qui m'a beaucoup marqué quand j'ai écrit ce livre, c'est que normalement, j'ai écrit depuis le XVIIIe, XIXe siècle. Je peux écrire depuis le XVIe siècle. C'est ma spécialité. Mais j'ai dû retourner durant l'Antiquité. Et franchement, l'Antiquité, il n'y a rien à dire, quoi. Il y a quelques pierres, là, qui roulent. Il ne se passe pas grand-chose. Et en fait, si. Je me suis retrouvée à lire les métamorphoses d'Ovide, notamment, où les femmes, dès qu'elles approchent l'eau, en fait, elles se font violer. Et là, j'ai été extrêmement choquée. Mais véritablement choquée. Et techniquement, ça a remonté jusqu'au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, en effet, on a la révolution scientifique qui est en marche. C'est plus des alchimistes, vous savez, qui mélangent des choses à droite à gauche. Ce sont des médecins qui sont en train de se former. Heureusement, on n'a pas les mêmes, mais qui sont en train de se former. Et j'ai vu tous ces mythes où à chaque fois que les femmes approchent l'eau, même un homme, en fait, ils finissent, ils se noient, c'était horrible, juste horrible. Et dès qu'une femme approche Ovide, notamment l'art d'aimer, merveilleux bouquin d'Ovide, il explique dans l'art d'aimer, oui, elle est toute blanche, elle nous fait peur, avec cette pâleur, elle a faim, donc du coup, nous, en tant que mari, on veut bien l'adopter. L'horreur. Non mais l'horreur. Et je me suis rendue, j'étais féministe, enfin de fait, mais là je me suis dit c'est quand même un peu beaucoup. Et grâce à la révolution scientifique du XVIIIe siècle, ça a avancé, et merci de la technique là-dessus. Mais c'est un petit peu étrange, pendant des années, le corps des femmes, mais j'ai presque envie de dire également le corps des hommes, parce qu'on n'en parle jamais, sont totalement dans les coulisses. En fait, les corps n'existent pas. Ça commence à arriver au XVIIIe et au XIXe siècle. Vous racontez aussi dans votre livre que la popularisation du maillot de bain, une pièce,
se fera en parallèle à celle de la pratique de la natation, à savoir à travers un procès très célèbre en 1907 qui fera jurisprudence. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement de ce procès en question? Alors, j'aime pas trop la galerie des illustres. Vous savez, c'est les galeries où il y a les bustes tout le temps des hommes. Et j'aimerais pas en fait qu'il y ait des bustes aussi de femmes. C'est un peu ça, vous savez, au château de Versailles, il y a les bustes des gens tout le temps. Donc vous avez Voltaire, vous avez toute la clique. Et c'est vrai que là, on a quand même 1907, Annette Kellerman. Mais moi, j'aimerais bien ne pas seulement parler du procès d'Annette Kellerman, parce que je pense que, enfin, si elle m'entendait, ça la ferait chier. Mais dire d'abord que c'était une star de cinéma, du vaudeville, une star de la natation, qui avait fait la Seine, qui avait traversé en fait Paris, qui avait fini 4e. Et c'était la seule femme. Et en fait, il y a eu des trucs de fou dans la presse qui disaient non, mais en fait, elle avait un homme en dessous, avec un ventilateur qui la portait. Bah, évidemment, elle est débile, quoi. Mais ça s'est vraiment passé comme ça. Mais donc, Annette Kellerman, elle fait son truc. Et ensuite, elle finit aux États-Unis, elle va à Boston et elle se fait arrêter en 1907 pour manque de décence. Pourquoi? Parce qu'elle avait été plus intelligente que... Et là, vous voyez, j'enlève mes fiches, parce qu'il faut montrer son corps. Vous savez, tous les gens qui font de la natation aujourd'hui, on les accuse d'avoir des maillots qui tiennent tout le corps. Et en fait, elle avait juste dit à l'époque, moi je vais, parce que c'est des maillots en tricot, hein, il n'y a pas de polyester, je coupe mes jambes, je coupe mes bras. Donc j'arrive comme ça, à poil. À l'époque, on est en 1907, à poil. Et techniquement, en fait, elle nous apprend la vie. Elle dit, bah voilà, vous cherchez la performance, il y a des équipes mixtes, j'y vais. Et là, procès. Gros procès. Quel bonheur, ça n'arrive pas tous les jours. Le juge dit, madame est arrivée sans les manches, sans les jambes. Oui, bah en fait, elle a droit. Elle a droit parce qu'elle fait de la natation, donc elle a droit. Et donc, jurisprudence fait que toutes les filles dans le monde, parce que ça fait la presse de partout, s'inscrivent pour faire de la natation. Et on peut reprocher beaucoup de choses à la Galerie des Illustres, mais quand même, Annette Kellerman, j'aurais toujours un passement au cœur pour elle. Parce qu'il fallait y aller quand même à l'époque. Donc, vous expliquez aussi très bien les étapes. Donc, de ce qu'on comprend une fois qu'on a lu votre livre, c'est que les femmes ont d'abord dû gagner le droit d'aller sur la plage, ensuite de se dévoiler progressivement. On a d'abord ce maillot de bain qui est une espèce de robe de bain et de bonnet avec des tissus qui sont extrêmement épais. Et puis, ensuite, le maillot de bain, eh bien, on enlève un tout petit peu de tissu, puis ensuite, elles peuvent nager. Donc, c'est vraiment gradationnel comme ça. Donc, c'est des droits qu'on acquiert au fur et à mesure. Moi, je pense que j'ai pas grand-chose à réclamer. C'est seulement les droits des femmes. J'aimerais que ceux qui sont là, voilà, ceux qu'on a gagnés, on les garde. Donc fin 19e siècle, début 19e siècle, on dit aux femmes, ouais, vous pouvez aller prendre l'air de la mer parce que vous êtes un peu hystérique, surtout une fois par mois quand vous avez vos règles. Vous rigolez pas trop parce que c'est la vérité. Donc on y va et en fait les petites bourgeoises elles sont là. Oh, putain, non mais elles n'ont pas toute la maison, non mais c'est normal.
Et ensuite, on commence à dire, ouais, bon, tu peux avoir une robe de bain. Et pas, parce que c'était quand même des pantalons en laine et des hauts manches en laine. Donc quand on te met en laine, ensuite, il te fallait 2 mecs pour te remonter. Ok, je me suis trempée, déjà je vais mieux, je suis plus hystérique. Ça, c'est la première étape du 19e. Et ensuite, bon, les mecs, ça c'est la bourgeoisie. Hein. C'est pas, ils se sont dit, ah ben, bon, on va les laisser aller avec les enfants. Elles sont bien les meufs là, près de l'Atlantique, Biarritz et tout. Moi aussi, j'aimerais bien aller près de Biarritz et tout, c'est bien. Bon, en fait, ils les laissent. Et en fait, du coup, tout le monde s'installe. Tout le monde s'installe, et donc les industriels se disent, ah, très bien, vous n'allez pas porter le même maillot de bain que les autres. Vêtements de bain. Et petit à petit, seulement ça se dépoile, mais seulement quand les hommes aussi se dépoilent également. Donc c'est toujours un truc qui est suivi. Moi, ça ne me dérange pas. Il faut suivre. Dans le sens où si on gagne, on gagne. Quand on gagne, on gagne. Mais surtout, quand on gagne, on garde. Et ça, techniquement, depuis le 19e siècle, on a pris cette chance de pouvoir aller se prélasser en mangeant des chichis, des chouchous, un truc comme ça. Enfin, tous ces trucs trop sucrés, partout sur toutes les plages du monde. Donc ces femmes qui étaient d'abord avec ces espèces de robes de bain qui commençaient à se montrer finalement sur les plages, on n'en voit pas énormément de photos de ces femmes-là. Il n'y a pas vraiment de photos symboliques fortes qui illustreraient cette période-là. Mais tout de même, vous en prenez quelques-unes, notamment une qui date de 1922. Et cette photo est extrêmement révélatrice de comment est-ce que les corps doivent se dévoiler sans offenser. Alors on a l'impression que c'est un tout petit peu une forme de police des mœurs qui apparaît. Et est-ce que vous pouvez juste nous décrire, tu peux nous décrire la photo un peu et nous parler de ces polices des mœurs? Ouais, on n'a pas mis de photo là-dessus, donc il ne faut pas exagérer non plus. Ça c'est mon côté super historienne. Et là, mais on a, tu peux te lever, Camille? On a un flic à Washington en 1922 qui calcule avec le mètre et qui dit, bon, ça va 15 cm, 6 pouces, voilà. Elle est sur la plage, la nana, il ne faut pas que ça aille au-dessus, en dessous. Bon, on en a pas 50. Tu veux dire qu'il y a vraiment des gars qui venaient avec un mètre et qui mesuraient la taille entre le genou et la... Très honnêtement, je mets un petit peu de barrière parce qu'en fait, on n'a pas 5000 photos. Et si on a, même à l'époque, on aurait pu avoir 5000 photos. Vraiment. Enfin, c'est pas l'époque des smartphones, mais quand même. Mais il y a ce truc quand même, bon, il faut bien le dire, quand le bikini est arrivé, la Belgique, l'Espagne, le Portugal, l'Italie et les États-Unis ont dit, en fait, on n'en veut pas de votre bordel là. Vous bordélisez notre ordre social. Et ça, c'est assez intéressant, parce que c'est toute cette question de l'ordre social qui apparaît, de fait. On en a parlé un tout petit peu avant, mais donc de ce dévoilement, au fil de l'histoire, on enlève progressivement du tissu par étapes. Et chacune de ces étapes sont finalement assez provocatrices. On commence par dévoiler donc les bras, les jambes, le nombril, qui est un élément extrêmement important, qui faisait partie vraiment de la sphère privée. Et tout d'un coup, on se dévoile, on montre son nombril. Quel est finalement le dévoilement qui a été le plus provocateur selon vous? Selon toi, j'ai du mal à votre on peut mélanger nos cheveux, tout va bien. Mélange de vous et tue le cheveu, ça va. En fait, le truc, ça a vraiment été, je vous parlais tout à l'heure, mais en rigolant un peu, et ça vous a fait rire, mais durant l'entre-deux-guerres, on avait ce super 2 pièces qui couvrait le nombril. Du coup, ça emmerdait personne. Personne s'est plaint. Durant l'entre-deux-guerres, on n'a pas d'archives sur des plaintes.
là-dessus. Et ensuite, on a de vraies plaintes sur le bikini. Pourquoi? Parce que ça montre le nombril. Alors là, le nombril. Là, il faut suivre. Le nombril, c'est le cordon ombilical. Ça veut dire que c'est la maternité. Ça veut dire que tu dois le laisser dans la sphère privée. Ton nombril, laisse ton nombril. Fais-en quelque chose d'autre. Tu laisses vraiment dans la cuisine. Et il y a plein de discussions à ce propos. C'est-à-dire qu'en fait, personne ne sait qu'il y a eu un 2 pièces durant l'entre-deux-guerres. Et ensuite, le nombril, genre ça devient... c'est limite un film porno, quoi. C'est vraiment ça, techniquement. Alors qu'en fait, les nanas, elles étaient contentes. Et puis, quand vous regardez les interviews de Lina, les papas, ils disaient, bah, ma fille, elle peut faire ce qu'elle veut, à la fin. Mais le nombril, ça a été très compliqué, parce que ça relève de l'enfant et de la maternité. Moi, j'ai découvert ça de manière scientifique, en écrivant ce bouquin, et j'étais un peu choquée, au départ. Donc au fur et à mesure de ce dévoilement, on a vraiment toujours systématiquement l'impression que la société est déroutée. Donc avec le bikini déjà, la société est choquée. Et que dire donc du monokini qui débarque? Et de quoi est-ce révélateur au final? Bon, ensuite, il y a un artiste qui arrive dans les années 1960. Vous savez, c'est la guerre du Vietnam, c'est l'émancipation, entre guillemets, des femmes. En France, on demande juste d'avoir, s'il vous plaît, un compte en banque, si c'est possible, le droit à l'avortement, la pilule, ce genre de choses. Et donc le type, il arrive, mais il n'a pas fait carrière dans la mode. Il a juste montré une grande culotte avec des bretelles. Et il a dit, c'est bon pour les femmes et les hommes. C'est pas un grand artiste de la mode, vous le connaissez pas, c'est Rudy Garnett. Bon, en plus, c'est un ensemble. Mais, en fait, il a profité de ce moment-là. Mais les femmes, juste, se sont dévoilées les seins. Après, c'est pas lui qui a fait que les femmes sont arrivées sur la plage des seins nus. Et en fait, à l'époque, c'était très bien, parce qu'il y avait plein de revendications. C'était après mai 68, il y avait des choses. Il y avait des choses, et on a gagné beaucoup de choses. Et les hommes ont gagné aussi beaucoup de choses, à ce moment-là, techniquement. Mais le monokini, pour moi, c'est plutôt les seins nus. Voilà. On peut passer maintenant à quelques questions plus politiques. Donc à chacune de ces étapes qu'on a évoquées donc, de dévoilement. En lisant votre livre, on apprend au final qu'il y a plusieurs acteurs qui arrivent à chaque dévoilement et qui commencent un tout petit peu à s'entremêler. Donc on a l'Église, l'État, l'industrie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le rôle de ces trois acteurs? Non, là, vous me faites peur. Je vais le faire, mais j'ai un peu peur. Donc, Église, État... Bon, techniquement, si on regarde le corps de la femme, parce que c'est un peu cette histoire de bikini, et en fait, le corps de la femme, c'est une histoire de l'homme, et une histoire du corps de l'homme, de fait. Ah oui, l'Église. Donc, le polythéisme, c'est-à-dire en moins 500 avant Jésus-Christ, je vous passe un peu le truc, n'étaient pas d'accord pour que les femmes aillent dans les lacs. À chaque fois, elles se faisaient violer dans les mythologies. Ensuite, le christianisme est arrivé quand l'Empire romain est tombé. Et le christianisme n'a pas dit tu vas porter un bikini ou un maillot de bain. Il a juste dit bon, tes sandales, là on voit tes orteils, c'est trop sexy. Donc tu refermes. On referme les chaussures. Pas très cool. Ensuite, il y a eu l'islam et les oulémas qui se posaient la question. Donc il y a eu deux types de questions. Est-ce que les femmes peuvent aller au terme avec leur servante, leur chaperon, ou est-ce qu'elles ne peuvent pas y aller? Donc il y en a, ils ont dit ouais, elles peuvent y aller. On est en 1300.
Et il y en a d'autres qui ont dit, non, il faut arrêter de déconner parce que si, je suis désolée, tu vas faire la vieille. Si elle peut y aller avec sa copine vieille, elle va lui donner un message et elle va le filer à l'amant. C'est mon amante. Donc en fait, à chaque fois, on se méfie des femmes. À chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Il y a une méfiance. Toujours des femmes. Et en fait, c'est ce problème de nombril. Parce que les femmes, c'est biologique, donnent les enfants. En fait, ça devient biologique, le problème, techniquement. Et pendant 2000 ans, moi j'ai vu ça, et juste j'ai halluciné. C'est dingue. Et après, dès qu'on sort le nombril, qu'on est en bikini, franchement, après la Seconde Guerre mondiale, je pense que les gens, ils avaient besoin de faire la fête, et c'était cool. Enfin, je vous dis ça, j'ai 42 ans, donc j'ai pas connu. Mais il y a cette invention du... Enfin, il y a le jukebox, on mange des crèmes glacées, ça va, c'est un peu grease, quoi. Tout le monde danse. Voilà, ça glace un peu. Il y a quelque chose qui se passe. Mais à un moment, il y a toujours ce truc sur les femmes qui pèse, parce que les femmes font les enfants. Et ça m'a beaucoup touchée dans ce livre. Énormément touchée. Et je vous vois, madame, depuis tout à l'heure, vous me regardez. Donc on parle de religion, donc de l'Église, de l'État et de l'industrie. Au final, on oublie un quatrième acteur qui est la presse. Alors la presse, fin mars, est-ce que tu as pris tes petites pilules pour être bien dans ton corps, bien dans ton bikini, bien dans ton cul, bien. Non mais la presse, quoi. La presse est horrible. Mais la presse, elle est horrible depuis la fin du 19e siècle. Dès qu'on a enlevé le corset aux femmes, vers 1880, 1920, 1880, 1920, on a dit aux femmes, ouais d'accord, alors maintenant on t'a inventé un pèse-personne, pesez-vous, vous faites 54 kilos, 60 kilos. C'est le moment où on a inventé le pèse-personne, où on a invité dans... Le corset était parti. Vous vous rendez compte? Le corset était parti. Et là, pèse-personne. Et le mètre de mensuration. Et là, vous pouvez voilà, prendre... Mais il vient du 19e. Parce qu'en fait, techniquement, jusqu'en 1860, il y avait un mètre, mais c'était un bâton. Donc le bâton, tu ne peux pas le mettre comme ça. Et tout le monde a pu se calculer. Et il y a eu ces valises dans les années 1900-1910 à 25 francs en France, où tu pouvais t'acheter des petits, si vous aviez des varices, des pics varices, donc des seringues, pour vous piquer les varices chez vous, à home, quoi, à la maison. Il faut toujours faire attention aux trucs à la maison. Quand on vous dit, mais en fait, on était, vous savez, sur ce corps, sur la taille vraiment fine, et sur les hanches, et on est passé sur un corps longiligne, en enlevant le corset, merci Chanel, après, mais techniquement, ça n'a pas aidé, ça n'a pas du tout aidé les gens. Donc cette idée d'avoir ce corps en été, en plus il faut le travailler, il faut le muscler, ça c'est encore autre chose. Donc on a d'abord comme vous avez dit, donc tout ce qui est mise en beauté, et en plus de ça, il faut qu'il soit musclé ce corps pour le montrer en été. Oui, un autre dictat. Oui, mais il y a la gym qui arrive exactement au même moment. C'est dingue. Non, mais les industriels sont juste bien. Mais fin 19e siècle, c'est le début de la super gym. Les mecs pouvaient faire de la gym depuis le 16e siècle. Hein. Mais là, on s'est dit, bon, les femmes, elles commencent à demander trop de trucs. Donc, de la gym. Et en fait, on se met à faire de la gym et à travailler notre corps tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et les régimes.
les régimes existent depuis l'Antiquité. Donc je ne vais pas vous faire le genre... Non, non, ça existe. Mais là, il y a eu des réflexions de médecins qui disent aussi, voilà, les régimes, il faut travailler les filles. Parce qu'en fait, on vous a enlevé le corset, donc tout va bien, hein, ça va, il faut remonter toute la baraque. Et c'est exactement ce qui est dit dans la presse de mode à l'époque. Il y a une question qui me tient particulièrement à cœur. J'espère que tu y répondras bien et approfondie. Quand enfin la femme peut se baigner, on l'a dit tout à l'heure, on la traque sur la longueur de sa robe de bain. Quand enfin elle se découvre plus, on lui fait comprendre qu'il faut d'abord travailler son corps. Quand elle se dévoile presque entièrement, on l'a dit victime d'hypersexualisation. Au fond, à chaque liberté, on réinvente une injonction. Alors, est-ce que on peut vraiment échapper à cette tension entre libération et enfermement? Bon, je vais faire un truc terrible. Donc, libération, enfermement, on parle beaucoup de l'histoire des femmes, on parle beaucoup des femmes, et il y a beaucoup de femmes, et c'est cool. Donc, à un moment, il faut aussi, une femme, qu'on y soit, et les hommes aussi. Et je pense que les hommes, ils y sont aussi. Et ceux qui se bougent pas le cul, et ben en fait, donc. Comme ça. Bon, donc toi, tu as un manteau en cuir, tu es années 60. Toi, je vais te faire un peu comme ça. Toi, tu es années 60, tu es trop rock'n'roll, dégage. Tu es trop Beatles, voilà. Et pour moi, historienne, c'est trop de choses. Bon, moi, j'ai fait en blanc, là, j'ai fait genre, je m'évangélise, genre, je m'assume. En fait, je ne m'assume pas avec une grande chemise comme ça. Madame. Moi qui suis à fond sur les imprimés, à fond sur les imprimés. En fait, je pense que toutes les femmes, aujourd'hui, elles ont quelque chose. Et même les vêtements de sport et plein de trucs. Et puis, en fait, j'ai juste envie de dire, les femmes, à un moment, enfin, faut arrêter de se regarder comme femme. C'est-à-dire qu'on le fait ensemble. Ce que je voudrais, moi, c'est que plutôt, enfermement, libération, c'est que les femmes, elles soient ensemble. Et moi, je suis pas très vieille, enfin, je pense. Mais ça m'a vachement manqué quand j'étais plus jeune, d'avoir des femmes ensemble. Il n'y avait pas toutes ces discussions. Et je pense que je ne vais pas les lancer pour que les gens soient ensemble. Et je ne vais pas créer des choses, mais être ensemble. Et j'ai même envie de dire ensemble avec les hommes. Parce qu'il y a des mecs super. Et quand je dis qu'il y a des mecs super, s'il vous plaît, monsieur, ne partez pas comme ça. Hein. Bon, d'accord, vous allez au bar. Vous n'êtes qu'un homme. Mais véritablement, les femmes ensemble. Ça, c'est très important parce que je pense qu'on l'a tous senti à un moment dans le boulot, quelque chose. Il faut arrêter des jalousies, des machins, des trucs. Et peut-être que c'est le patriarcat à la base qui le construit. Mais pas que. Mais pas que. Donc, il faut être ensemble. Ensuite, il faut convaincre sa collègue de droite, sa collègue de gauche, qu'en fait, si on la convainc pas, donnez-lui un coup de latte dans le genou, elle tombera dans les escaliers. Elle vomira, on en fera une plaie, elle partira à l'hôpital. C'est horrible, j'avoue. Donc, on n'y échappe pas à cet enfermement systématique. On n'y échappe pas, et puis on fait attendre, on se libère. Franchement, moi je suis trop heureuse, je suis à Marseille, je suis là, c'est trop cool. Enfin, l'enfermement, c'est pas hyper grand, mais l'enfermement, je le vois pas. Je vois plein de sourires. Et je vois plein de gueules comme ça. Mais je vois plein de sourires aussi. Donc l'enfermement, ça va. Et puis on a tous le droit de réfléchir et de voir ce qu'on veut faire et de ne pas être d'accord. Voilà, et de faire des choses ensemble. Eh bien, parlons de ne pas être d'accord, sans doute ce sera le cas avec la prochaine question. Donc, on a parlé de robe de bain, de topless, de bikini. Il y a peut-être encore une tenue qui reste polémique, c'est celle du burkini. Quelle est ta position sur le sujet? Aucune.
Le burkini, en fait, il est né en Australie en 2006 via une styliste, parce qu'en fait, il y a eu une vraie crise en Australie. En fait, il y a eu un grand attentat à Bali en 2003, 2002-2003. Et il y a eu ça a tué pas mal d'Australiens, parce que c'est pas la même partie du monde que nous, hein. Il faut bien s'en rendre compte, techniquement. Et en fait, il y a plein d'Australiens qui se sont envoyés, écoutez bien, hein, ça c'est un vrai chiffre, 270 000 SMS pour dire on va reprendre position sur nos plages australiennes, nous, Australiens, blancs de souche. Je cite. Hein. C'est un peu lâche quand même. Et en fait, là, il y a une grosse crise. Parce que du coup, ils ont un problème d'intégration en Australie. C'est ce qui s'est passé. Moi, je vous parle en tant qu'historienne. Et en fait, techniquement, il y a une styliste qui a dit bah, je vais créer un maillot de bain des pieds à la tête avec capuche pour les nanas. Bon, je pense que quand même, la meuf qui... Enfin, c'est quand même une industrielle, c'est une styliste. J'ai été styliste. Quand elle dit je crée ça, elle sait qu'elle va en vendre des millions. Je pense que d'ailleurs, elle a une... Je suis sûre qu'elle a une super maison sur les côtes australiennes. Mais techniquement, les filles musulmanes ou bouddhistes d'ailleurs, qui venaient d'autres pays, elles voulaient être intégrées, mais elles ne voulaient pas être dans des maillots en Australie, sur la côte. Donc ça a été la solution. Sauf que ce problème, c'est que ça a été une solution assez moyenne, parce qu'il y a même des mecs qui ont dit « Oui, ça fait partie du Coran ». Bon, je vous ai un petit peu parlé des religions, tout ça, et du maillot de bain. Vous pensez bien que le Coran, ou la Torah, ou la Bible, Nouveau Testament, Ancien Testament, ils n'ont pas parlé de maillot de bain. Aucun. Pas. Puisque vous faisiez des enfants. Donc, c'est pas possible. Mais techniquement, c'est juste ce moment. Et en fait, ça a été explosé partout dans le monde, parce que les gens n'ont que ça à faire, les médias n'ont que ça à faire. Ils n'avaient rien à se mettre sous la dent à ce moment-là. Il n'y avait pas de choses importantes. Et on le voit bien, c'était donc le final bikini, burkini, bikini. Donc elle a fait un mélange de burqa et de bikini, la styliste. J'espère qu'elle est millionnaire et qu'elle s'est acheté une île. Mais c'est un peu... Elle a un peu profité... Putain, s'il faut, demain, elle va m'envoyer des scuds... Tu es en train de me dire... non mais s'il faut, elle va m'envoyer des scuds, quoi. Elle va me faire défoncer mon email, de fou. Bon, alors en fait, le burkini, ça n'existe pas techniquement. C'est des pieds à la tête avec la capuche. On a quand même très, ça se voit pas trop. Ensuite, il y a les jogging, il y a l'habit de la modestie, il y a plein de choses. Et en fait, ça compte aussi dans le corps d'une femme. Mais il ne faut pas trop que ce soit pris par la politique, parce que franchement, j'aimerais bien que les politiques se dégagent de mon corps, du corps de ma mère, du corps de ma belle-sœur, de nos corps. Ce serait une bonne nouvelle. On l'aura compris, donc parler de maillot de bain, c'est parler de la libération des corps. Est-ce qu'on peut encore aujourd'hui considérer que le maillot de bain est un symbole féministe? Moi, je ne sais pas, j'ai envie de le demander à Marseille. Alors, je suis à Oslo actuellement. Quand j'ai écrit ce bouquin du maillot de bain, j'ai été super étonnée. Je rentrais à Oslo, il y a une collègue de 60 ans qui est venue me voir et qui m'a dit « Mais Audrey, on ne se souvenait pas avec mon mari, mais on se baignait dans les sources, dans la forêt, tout nu, et on va le refaire. » J'ai dit « Ok, mais c'est super. » Donc, en fait, bikini, mais le corps.
s'il y a une prise de conscience et de corps, et en fait le corps il a des défauts, et en fait on a des défauts intellectuellement, ça se voit moins, mais dès qu'on ouvre la bouche, on a plein de défauts, mais le corps, on y va, et on essaie de garder les pieds sur terre, et on essaie véritablement de garder aussi notre corps sur terre. Donc libération, émancipation, moi j'espère aussi pour les hommes, parce qu'on n'en parle jamais, mais on parle beaucoup de l'anorexie chez les femmes, et depuis les années 2000, là les scientifiques analysent l'anorexie chez les hommes. Vous savez, cette arrivée du slim terrible, en fait, les mecs ils sont devenus comme ça, hein, au collège et au lycée. Hein. Donc à un moment, il faut un petit peu... mais je vous assure, à l'université, on ne peut pas nous financer des analyses sur les hommes et la mode. Ils ne comptent pas. Bon, la mode ne compte pas, les femmes ne comptent pas. Non, si on met les hommes dedans, ils ne comptent pas. Mais c'est très important aussi d'en parler, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui maintenant aussi développent des anorexies terribles. Est-ce qu'après avoir rédigé ce livre, votre regard sur le maillot de bain a changé? Bon, en fait, il change là. Je suis assez contente d'être ici. Il change là. Bon, il n'y a pas de maillot de bain. Mais je pense qu'ici, on connaît mieux le maillot de bain que chez moi. Et en fait, ça change là. Et j'espère juste, je trouve ça super, qu'on puisse parler du maillot de bain un soir. Et qu'on puisse penser à plein de pays. Parce que nous, en fait, on se bat pour le bikini. Enfin, en fait, on ne se bat pas du tout pour le bikini, quoi. Les Iraniennes... on parle toujours, en fait, vous savez, des suffragettes à la fin du 19e siècle, les Anglaises, les Françaises, tout le monde était féministe. Tout le monde. En fait, on oublie les Brésiliennes, qui étaient hyper féministes, graves aussi, avec des journaux féministes, et les Iraniennes également. Donc, j'ai juste envie de dire, franchement, le bikini, c'est limite un autre problème, quoi. Pour nous, c'est un problème. Mais en fait, c'est juste un problème d'échelle. Et en fait, il faut se concentrer sur, t'as besoin de quoi? À quel moment? Quelle est ta temporalité? On ne peut pas être tout le temps... Et c'est pas égaux dans le sens de l'égalité. Mais essayons d'être au moins ensemble, si c'est possible. Avant d'ouvrir peut-être un débat avec vous, j'aimerais te poser une dernière question. Tu as évoqué les hommes à plusieurs reprises. Dans ton livre, tu dis « À travers le maillot de bain, c'est bien une facette de l'histoire complexe du corps, en particulier du corps féminin, qu'il s'agit d'étudier. Alors pourquoi font celui des femmes et non celui des hommes ?» Eh bien, en fait, j'ai pas du tout écrit sur le corps des hommes parce que il n'y a absolument... Ça m'aurait fait plaisir. J'aurais vendu vachement de livres. Il n'y a aucun travail scientifique sur les hommes. Je veux dire, je suis dans des universités, il n'y a pas d'article scientifique sur le corps des hommes, sur le maillot de bain, juste sur le corps. Parce qu'il paraît, les hommes, apparemment, ils n'ont pas de problème. Ils vont sur la plage tranquille. C'est-à-dire qu'ils changent d'âge, ils vont sur la plage tranquille. Et ça, c'est un vrai problème. Mais c'est un problème technique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que je disais sur l'anorexie. Il n'y a pas de travaux sur les hommes. Donc j'ai 3-4 articles qui tombent, évidemment, une dizaine d'articles que je peux utiliser. Mais j'en ai pas, je ne peux pas le mettre dans un livre, parce que sur les femmes, j'en ai 400. Donc ça, c'est très problématique. C'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas de nos frères, de nos petits garçons, de mon neveu, de mon filleul, voilà. Et ça, je pense qu'au niveau de la recherche aussi, c'est problématique. On ne peut pas seulement étudier les femmes si on n'étudie pas les hommes, parce que je pense que quand même, j'espère, ils sont
avec nous. Et en fait, ils sont en souffrance, c'est peut-être plus taiseux et chiant, mais taiseux. Et ils sont là. Merci Audrey. Je pense que si tu n'as rien d'autre à ajouter, on peut ouvrir le débat. J'aimerais parler de Colette. Et déjà, rien que de la cité, donc j'ai une voix forte. Colette. Voilà, donc je pourrais développer 3 heures, mais je renvoie tous à la belle époque en France, aux plages de Rosven où elle allait, à la Côte d'Azur, la Traîne Muscat, etc. Bon, voilà, ce genre de femme qui en 1900, elle est née en 1873, faites le calcul. Donc je n'ai pas reconnu du tout votre démarche, je ne vous suis pas, j'étais choquée. Voilà. Et puis il y a Simone de Beauvoir et enfin toute une histoire riche de femmes intelligentes. On n'en parle plus de tout ça, ça me semble... Non, je ne vois rien de profond non, mais de votre part. Non mais bon, de ma part, j'espère que non mais moi j'ai aucune... Voilà. Non mais j'ai aucune ambition d'être profonde. Mais non mais par exemple, moi, Colette, non mais... Est-ce que je peux juste interrompre peut-être juste... Oui, vous avez lu le livre, j'imagine. Non, je suis pas de lettres, bon, ben, j'ai mon petit bagage. Non, parce que à moi, j'allais justement vous demander mon petit d'être... bagage à moi, je vois bien que j'ai beaucoup d'autres choses à dire que tout ça, quoi. Dommage, parce que si vous aviez... beaucoup, et on a beaucoup d'autres choses à dire. C'est dommage, parce que si vous aviez lu le livre, on aurait pu peut-être un peu plus discuter sur quelque chose de plus particulier, de ce que vous n'avez pas aimé ou de ce que vous n'avez pas trouvé de sérieux. Moi, souvent, on m'envoie des messages en me disant « Moi aussi, j'ai de l'expérience et je peux écrire un livre. » Ça, c'est une autre expérience. Non, mais je parle de Colette. Oui, mais Colette, Beauvoir... Non, mais Colette, Beauvoir... Elle aussi, moi, j'ai pas encore eu d'institut de beauté. Mais je m'en fiche. Elle s'est affichée les saluts. La Libération, elle était déjà là. Et puis quand vous parlez de l'anorexie, c'est une question de mode. Il y a eu une époque au 18e, d'ailleurs c'est surtout l'histoire du nu. Parce qu'il y a eu une époque où les femmes au 18e mangeaient des graines oléagineuses, parce qu'à l'époque de l'Internet, il fallait il y a qu'à voir Rubens, il y a qu'à voir voilà, les femmes apprennent par Rubens. Oui, mais je sais combien de temps. Et puis ce que j'ai à dire d'ailleurs, je suis tellement énervée que il y aurait tellement d'autres choses à dire. Voilà. Et puis la libération, on l'a fait soi-même, et voilà. C'est fini. Voilà, enfin, il y aurait trop à dire là. C'est pas un petit débat, c'est tout à refaire. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Quelqu'un d'autre Alors, on a le jeu. Non, c'était juste en fait. C'est juste pour faire rendre hommage à une période de l'histoire où le corps des femmes et le corps des hommes n'était pas tabou. C'est une période du Moyen-Âge qui n'a pas duré très longtemps, c'est l'époque des étuves. Et c'est vrai que l'histoire du corps des femmes est aussi liée à l'histoire de l'hygiène. C'est l'historien Georges Vigarello qui en a beaucoup parlé. Et il y a des miniatures magnifiques où on voit les hommes, les femmes, ils sont dans les étuves, la nudité ne pose pas de problème, ils mangent, c'est un lieu de sociabilité. Et là, c'est le moment où l'Église catholique se durcit et on ferme les étuves taxées de lieux de débauche et tout. Bon, après, voilà, par rapport au format de votre intervention, c'est vrai que ce qui m'a étonnée, c'est que vous naviguez entre différents registres de l'opinion, du contenu un peu universitaire. C'est vrai que c'est étonnant. Moi, j'avais l'intention, j'ai trouvé une archive assez extraordinaire sur les bains de Baden. Donc, on est en Argovie, on est en Suisse, on est en 1416. Et on a un type de la Curie qui vraiment parle des bains de Baden. Mais qui en parle... Moi, en fait, j'ai contacté
un ami, professeur d'université spécialiste du XVIe siècle, plus que moi, je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que cette archive? Il me dit, mais les Baden, mais tout le monde couche ensemble, c'est incroyable. Et on ne sait pas. Et en fait, il y a quand même des lacs, c'est ce qu'on dit dans le livre, parce qu'un livre, c'est un livre. Il y a quand même des lacs, des choses qui se passent, et bon, le Figarello, évidemment. Même Granger, il est très bon sur la mer, sur ce genre de choses. Mais c'est une question extrêmement complexe parce qu'elle relève des corps. Donc les corps, ça relève de la politique, de la littérature, du social, de l'économique, de la géographie, de plein de choses. Et ça, c'est assez complexe à aborder. J'espère que le livre le fait parce que c'est juste un bikini. Et ça, c'est très important, je pense aussi, de donner la chance au bikini. Si j'avais voulu être plus subversive, évidemment, j'aurais écrit le bouquin de la culotte. Mais je me suis dit que je ne serais pas aussi trash. Il y a peut-être une autre question. Ah oui, monsieur, vous voyez, je ne vais pas parler de Louis de Villemorin parce qu'on parle toujours des gauchistes, de Simone de Beauvoir. Il ne faut pas oublier que Simone de Beauvoir est allée voir l'Ayatollah Khomeini avec Sartre et Michel Foucault. Hein. Alors merci pour la gonzesse, moi je préfère Michel Foucault je préfère Jean-Pierre Foucault que Michel Foucault. Là, parce qu'avec les défilés de demi-siècle, je les préfère. Parce qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui qu'en France, on a encore un attentat de la pudeur qui existe, alors qu'en Suisse, en Allemagne, ils peuvent pas balader dessus. Et il ne faut pas oublier pourquoi vous critiquez, j'aimerais savoir pourquoi vous attaquez toujours les hommes politiques, parce que derrière les hommes politiques, il y a la foule. Valéry Giscard d'Estaing, je me rappelle, en 1974, vous voulez tout légaliser. Et il s'est reçu une volée de poiveurs par le peuple. Non, mais parce que Valéry, il est mort. Donc en fait, mais il y a des hommes politiques qui voulaient tout légaliser. Vous savez ce que j'attends? C'est des hommes politiques. Mais qui envoient quoi? Mais aujourd'hui, les hommes politiques, on peut. Aux États-Unis, il y a 100 millions d'évangélistes. Qu'est-ce que vous ferez si vous étiez politique? Ben, je resterai en blanc, telle une évangéliste de l'histoire. Voilà. Ensuite, bon, Beauvoir a donné ses petits étudiants à Sartre, tout ça, ça se passait bien. Je vous remercie. Merci beaucoup.